Bonjour Aurélie. Bonjour. Peux-tu nous expliquer en quoi consiste la somatopathie en des termes simples pour quelqu'un qui ne connaît pas? Oui. Alors, je vais essayer parce que c'est vrai que la somato, souvent on me pose la question parce que c'est pas très présent dans l'Est, c'est par contre assez répandu dans l'Ouest, du côté de la Bretagne. Donc la somato, c'est issu de l'ostéopathie crânienne à la base et on va chercher les traumatismes du corps. Donc on va chercher les messages de l'inconscient, que ce soit des douleurs ou des mal-être ou des schémas récurrents qui reviennent. Et on va essayer de comprendre si ça vient du vécu de la personne ou si ça a été réveillé et que quelque part c'est quelque chose qui appartient à son schéma familial. Et on essaye de libérer tout ça. Je ne sais pas si j'étais assez claire. Oui, je pense, oui. Comment se différencie-t-elle d'autres approches comme l'ostéopathie ou la kinésiologie? Alors, je vais donner mon avis qui n'est pas un avis d'expert parce que je suis ni ostéopathe vraiment ni kinésiologue. Mais je dirais que par rapport à l'ostéopathie, qui s'intéresse plus peut-être au physique et aux douleurs du corps, là on rajoute tout ce qui est psycho-émotionnel. Donc il va avoir aussi les douleurs de l'âme, les douleurs de l'esprit, et ce qui nous empêche d'avancer dans un corps serein. Voilà. Et au niveau kinésio, j'ai eu l'occasion de travailler avec une kinésio, et c'est vrai que c'est une technique différente, une grille de lecture différente, une méthode différente, mais finalement on tombe sur les mêmes choses à libérer sur la personne. Donc ça peut être très très complémentaire. Et je rajoute quand même que comme la kinésio ou l'ostéo, ça ne peut pas remplacer la médecine traditionnelle. C'est un accompagnement supplémentaire. Alors Aurélie, Oui. comment as-tu découvert cette pratique? Alors pour ma part, j'avais trouvé une ostéo magnifique qui ajoutait à sa technique toute la médecine chinoise qu'elle connaissait. Donc c'est vrai qu'elle avait commencé à me donner des symboliques sur les organes. En tout cas, elle dépassait l'ostéopathie que je connaissais par d'autres personnes. Cette merveilleuse thérapeute a déménagé sur Paris. Et de bouche à oreille, vu que je cherchais quelqu'un qui me donnait les symboliques et qui voulait me donner un petit peu plus que ma douleur de cheville ou ma douleur de genou, ce que ça voulait bien dire, je suis tombée sur une somatopathe, la première qui s'est installée dans l'Est, qui est sur Pont-à-Mousson. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a le plus marqué ou intrigué dans cette approche? À quel point ça tombe juste. C'est vraiment ça. C'est que des choses qu'on a mentalisées, qui pour nous sont passées, qu'on a réfléchi et qu'on a résigné, finalement, sont toujours portées par notre corps et souvent le somato va tomber sur beaucoup de souvenirs qu'on avait enterrés et qui nous empêchent d'avancer sereinement. Et y a-t-il eu un événement particulier qui t'a poussé à t'y intéresser davantage? J'ai vécu moi-même des événements un petit peu traumatiques et du coup, professionnel et personnellement, j'ai pu voir à quel point ça a pu me faire avancer. Et au moment où je dirais que le métier que j'avais avant ne me permettait plus de m'épanouir et j'étais plutôt en train de m'éteindre dans ce métier-là, j'ai commencé à réfléchir à une reconversion possible et c'est là où je me suis dit c'est vraiment ça qui me parle. Donc il n'y a pas eu un événement précis, mais c'est tout un enchaînement de choses et peut-être une fin de cycle qui a fait que je me suis tournée sur la somato. Peux-tu nous partager ton expérience de formation et ce qui t'a plu dans le processus d'apprentissage? Oui, en fait, à une quarantaine d'années, j'avais oublié à quel point c'est chouette de réapprendre des choses. Donc, parce qu'en plus j'étais enseignante, donc j'avais plutôt tendance à apprendre aux autres et il me manquait ça, l'apprentissage. Donc ça m'a fait vraiment, voilà, personnellement en tout cas, moi j'en avais besoin.
Et après cette formation de somatopathe, ce qu'elle a comme avantage, et moi qui me convenait en tout cas, c'est qu'il y a beaucoup de présentiel. On fait de la pratique en réel. À l'heure du numérique où tout est un peu, les formations sont proposées en ligne, là on est vraiment, on se voit, on se croise, on partage nos expériences et on pratique les uns sur les autres. Donc c'est vraiment ça qui m'a fait vibrer et qui m'a fait poursuivre cette formation parce qu'elle n'est pas si simple que ça quand on ne vient pas du milieu médical. Concernant les peurs et les doutes, quelles étaient les plus grandes appréhensions que tu as eues en quittant ton emploi pour te lancer en solo? Alors, les plus grandes appréhensions, c'est savoir si ça va marcher. Au niveau financier, c'est ça qui... Le nerf de la guerre. Exactement. Dire je vais lâcher la sécurité du salaire mensuel, c'est pas si simple que ça. Donc c'était une grosse peur. Et puis, même si je croyais en mon projet, mais ça déséquilibre tout un confort qu'on a mis en place et puis qui, en plus... porté par la société. Est-ce que tu travailles? Est-ce que tu as un salaire? Est-ce que tu as un CDI? Donc, tout ça, c'était des peurs. Et puis, d'être complètement autonome. Oui, de ne plus appartenir à une équipe, avec des collègues, sur qui on peut parfois se reposer ou se soutenir. Alors, comment les as-tu surmontés, ces peurs et ces doutes? Alors, j'ai essayé de m'entourer. Donc personnellement, j'ai fait tout un travail aussi au niveau psy, donc grâce à Marie-Lucie Fernand, qui m'accompagne toujours. Que nous avons déjà interviewé d'ailleurs. Exactement, et qui m'apprend de belles choses aussi sur la patience et comment mettre en place, réguler ses peurs, ses angoisses. Et puis le fait elle m'a accompagnée aussi pour appartenir au groupe d'entrepreneuses qui permet d'échanger aussi sur les victoires, les doutes et éviter de se sentir isolé et seul dans son parcours. Et puis ça permet aussi de débloquer des choses pour nous-mêmes. Alors nous allons changer de volet. Sur le plan administratif et légal, oui. Par où as-tu commencé pour te renseigner sur tes obligations juridiques et administratives? Alors, j'étais accompagnée par France Travail dans mon processus de reconversion, qui a essayé de m'accompagner, mais comme j'avais encore des cours, c'était compliqué, je ne pouvais pas assister à leur formation. Donc bon, voilà, j'ai eu quelques informations de cet organisme. J'ai essayé aussi via la région qui propose différents dispositifs, mais c'est vrai que souvent j'étais pas éligible à ce qu'ils proposaient. Ou trop avancé dans mon projet, c'est-à-dire que je savais déjà où j'allais et donc j'avais pas la foi de reprendre le processus depuis le début pour construire tout, comment avoir l'idée, etc. Donc ça me convenait pas. Par contre, l'URSSAF a été, ils ont un super site, ils ont des petits tutos vidéos sur YouTube qui accompagnent vraiment quand on se lance pour savoir à quoi s'attendre, à quoi il faut penser. Et j'ai consulté aussi pour toutes les questions d'assurance. Je me suis appuyée sur un cabinet de courtier en assurance parce que je propose quelque chose qui n'est pas trop connu, donc je ne savais pas où il fallait chercher, donc j'ai demandé à des professionnels de m'accompagner. D'accord. Et quelle a été la difficulté la plus importante dans la mise en place de ton activité? Alors, la mise en place, ça a été surtout décider du statut juridique. Parce que c'est vrai qu'on a plein d'informations, mais on est à un moment là, 2025, 2024, 2025, où il y a eu des refontes un petit peu de l'auto-entrepreneuriat, de la micro-entreprise, et du coup, il n'y avait pas de vraies informations solides. Et selon les interlocuteurs, parfois des choses qui se contredisaient. Donc je me suis fait confiance plus qu'autre chose. Mais c'était vrai que c'était pas une année facile pour avoir toutes les informations. En conclusion, en une phrase, quelle est la plus grande leçon que tu as tirée de cette aventure entrepreneuriale?
Alors, c'est peut-être un petit peu prématuré parce que c'est très très récent, hein. Mon lancement s'est fait il y a 2-3 mois. Mais c'est une question de fierté, je l'ai fait. Je suis passée de je le rêve à je le vis. Voilà, en une phrase. Et qu'est-ce qui te rend le plus fier quand tu regardes en arrière et que tu vois tout le chemin que tu as parcouru? Eh ben, je suis heureuse de faire quelque chose aujourd'hui qui m'apporte de la joie. Et ça a été tout un processus pour moi pour enlever tous des doutes, me départir de tout un rôle que je m'étais attribué. Et du coup, je me sens beaucoup plus libre aujourd'hui. Et c'est vrai que quand on dit l'entrepreneuriat, avoir son entreprise, c'est être libre, ça n'enlève pas certaines peurs. Mais libre de vivre quelque chose qui nous épanouit, je pense que ça peut être très juste pour beaucoup de monde. Le mot de la fin, Aurélie. Oui. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui envisagerait de se lancer dans une activité similaire à la tienne? Vivre son projet, voilà, garder la joie, c'est ça qui nous porte en fait, hein. Chaque métier a ses inconvénients, mais quand on fait ce qu'on aime, c'est ça qui va nous permettre de poursuivre et de dépasser les obstacles. Merci Aurélie. Avec plaisir.